Le tueur au couteau de Little Rock. Le 11 avril 2021, le département de police de Little Rock a reçu un appel de détresse provenant de South Pulaski Street concernant un possible homicide. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé une femme d'âge moyen étendue dans la rue, le corps couvert de coups de couteau. Il s'agissait de Deborah Walker, âgée de 41 ans. Elle était sans abri à ce moment-là et vivait dans la rue lorsque l'incident a eu lieu. Elle a rapidement été transportée à l'hôpital où le personnel médical a découvert qu'elle avait été poignardée au moins 15 fois. Malgré le fait qu'elle soit restée étendue dans la rue, en sang probablement pendant des heures, elle a miraculeusement survécu et a repris conscience le jour même. Les enquêteurs se sont rendus à l'hôpital pour recueillir les informations qu'elle pouvait fournir sur son agresseur. Malheureusement, l'attaque a eu lieu entre 1h et 4h du matin, alors qu'il faisait encore nuit. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est que son agresseur était un homme afro-américain de grande taille et de corpulence mince. Dans la plupart des cas similaires, une description aussi limitée n'aurait pas permis de faire avancer l'enquête. Mais dans ce cas, la description de Deborah a laissé les enquêteurs sans voix. Et pour cause, le profil de son agresseur correspondait étroitement à celui d'un suspect dans une autre affaire survenue environ 8 mois plus tôt dans la même zone. La victime de cette précédente attaque était Larry Eugene McCrishnan, un homme de 64 ans qui vivait à Little Rock avec sa fille Sarah, alors en liberté conditionnelle. Le 20 août 2020, il a eu une urgence médicale et a été transporté à l'hôpital en ambulance. Il a été autorisé à sortir dès le lendemain matin. Cependant, lorsque le personnel hospitalier a tenté de contacter Sarah pour qu'elle vienne le chercher, elle ne répondait pas au téléphone. On a donc remis à Larry les coordonnées d'un centre d'hébergement pour sans-abri à proximité, ainsi qu'un ticket de bus pour s'y rendre. Plus tard dans la journée, Sarah s'est présentée à l'hôpital pour voir son père, seulement pour apprendre qu'il avait été libéré des heures plus tôt. Elle a alors contacté le refuge, mais personne ne savait où il se trouvait. N'ayant pas d'autre choix, elle a signalé sa disparition à la police. 2 jours plus tard, le 24 août, Sarah a reçu l'appel qu'elle redoutait. Malheureusement, ce n'était pas une bonne nouvelle. D'après le rapport officiel, la police de Little Rock avait retrouvé le corps de Larry sur South Gaines Street vers 2 heures du matin. Il a été identifié grâce aux papiers de sortie de l'hôpital qu'il avait sur lui. Il présentait de multiples blessures par arme blanche et était déjà décédé à l'arrivée des secours. Sa mort a été déclarée comme un homicide, et l'enquête a commencé immédiatement. Au début, cela semblait presque impossible. Il n'y avait aucun témoin et aucun indice sur les lieux. Mais après avoir inspecté les maisons voisines, les enquêteurs ont eu une percée majeure. Une caméra de surveillance avait filmé le suspect marchant dans la rue. Soudain, il repère Larry, se dirige vers lui et le poignarde. Après le crime, il tente de s'éloigner, mais revient sur ses pas pour poignarder Larry une dernière fois avant de prendre la fuite. Comme mentionné plus tôt, cet homme correspondait parfaitement à la description faite par Deborah, ce qui a poussé les enquêteurs à croire qu'il s'agissait du même individu. En analysant des affaires plus anciennes, ils ont également établi un lien avec un autre meurtre survenu le 23 septembre 2020. La victime était Jeff Welch, un homme de 62 ans, lui aussi sans abri, qui vivait dans une maison abandonnée. Ce jour-là, un ami l'a retrouvé sur le perron de sa maison avec une blessure au cou. À ce stade, les enquêteurs étaient convaincus qu'ils avaient affaire à un tueur en série dérangé. Mais alors qu'ils faisaient le lien entre ces 3 attaques, une nouvelle tragédie est survenue. Le 12 avril 2021, soit le lendemain de l'agression de Deborah Walker, une autre victime a été retrouvée sur le pont de Wright Avenue. Le seul point commun entre ces 4 agressions, toutes les victimes étaient des sans-abri et toutes les attaques ont eu lieu entre 1h et 4h du matin. Aucun schéma clair ne permettait de comprendre comment le tueur choisissait ses cibles. La communauté de Little Rock était en état de choc et de panique, redoutant d'être la prochaine cible de ce tueur en série en liberté. Conscients de la gravité de la situation, les forces de l'ordre de Little Rock ont commencé à diffuser des messages de prévention à propos de celui qu'on appelle désormais le tueur au couteau de Little Rock. Ils ont également lancé un appel au public pour toute information susceptible d'aider l'enquête, offrant même une récompense de $20 000. Nous avons également besoin de votre aide. Si vous avez remarqué quelque chose de suspect ou si vous avez des caméras de surveillance chez vous ou dans vos entreprises de cette zone, veuillez nous contacter au 501.
Malheureusement, malgré les images de vidéosurveillance du suspect, le tueur au couteau de Little Rock n'a jamais été arrêté. L'affaire reste à ce jour un mystère. Du moins, c'est ce que disent les rapports officiels. En enquêtant sur cette affaire, je suis tombé sur un blog basé en Arkansas appelé Snarky Media Report. Les auteurs de ce blog ont mené leur propre enquête sur le tueur, et ce qu'ils ont découvert est, pour le dire franchement, choquant. Selon eux, ils auraient découvert la véritable identité du tueur après avoir interrogé plusieurs habitants locaux et parlé avec Deborah, qui, d'après leur dire, connaissait déjà l'identité de son agresseur. Ils auraient également révélé de nombreux détails sur ce supposé meurtrier, notamment son casier judiciaire, qui montre qu'il a déjà purgé 2 peines de prison dans l'Arkansas pour violence domestique. Ils évoquent aussi son passé de toxicomane et comment cela le rendait agité et violent. Les auteurs du blog affirment également avoir contacté l'ancien propriétaire du suspect présumé. Ce dernier leur aurait fourni une photo du suspect, ce qui soulève une question évidente. Si ces blogueurs en savent autant sur le tueur, jusqu'à connaître son nom légal, pourquoi n'ont-ils pas remis ces informations à la police? Et c'est là que l'affaire prend une tournure étrange. Selon eux, ils ont bel et bien transmis toutes leurs découvertes aux autorités compétentes, mais malgré cela, la police de Little Rock n'a fait aucun progrès pour capturer le tueur en série. Snarky Media a même publié une vidéo montrant le maire de Little Rock et le chef de la police refusant de répondre à des questions sur l'affaire. Cela laisse penser qu'il se passe peut-être quelque chose de très louche en coulisses. Cela dit, il m'est impossible de confirmer si les auteurs du blog disent la vérité. Il est tout à fait possible que toute leur enquête soit inventée et que la personne qu'ils accusent n'ait rien à voir avec les 4 attaques, et que tout cela ne soit qu'un moyen de dénigrer le département de police de Little Rock. La plupart des informations qu'ils avancent semblent correspondre à celles rendues publiques par les autorités. La seule incohérence, c'est l'âge du suspect. Les enquêteurs officiels pensent que le tueur est jeune, probablement dans la vingtaine, alors que les blogueurs affirment que la personne qu'ils ont identifiée a 46 ans. Malheureusement, c'est là que les pistes s'arrêtent. Que Snarky Media dise la vérité ou non, cela reste incertain. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'affaire n'a toujours pas été résolue. Le tueur au couteau de Little Rock est probablement toujours en liberté, prêt à reprendre sa série de meurtres à tout moment. Le tueur des distributeurs automatiques. Le 30 avril 1985, un chauffeur routier de 45 ans s'arrêta près d'un distributeur automatique à Fukuyama, au Japon. Épuisé par le travail, il cherchait une boisson énergisante pour l'aider à tenir jusqu'à la fin de la journée. En s'approchant de la machine, il remarqua quelque chose de surprenant. Une bouteille de boisson énergisante Orana C était déjà dans le bac de récupération. Pensant avoir eu de la chance en trouvant une boisson gratuite, il la but sans hésiter. Ce qu'il ignorait, c'est que ce serait la dernière boisson qu'il goûterait. Au lieu de la sensation rafraîchissante qu'il espérait, il ressentit une sensation amère et brûlante dans la gorge, suivie d'une forte nausée. Peu de temps après, il s'effondra sur la route, tordu de douleur. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins découvrirent dans son organisme une quantité létale de paracadichloride, un herbicide. Le paraca est extrêmement toxique pour l'être humain. Une fois ingéré, il provoque de sévères nausées, des inflammations de la gorge, des brûlures chimiques internes et mène souvent à la mort. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est aujourd'hui totalement interdit dans plus de 70 pays. Malheureusement, malgré le diagnostic, les médecins ne purent rien faire pour le sauver. Il n'existe aucun antidote à ce poison mortel, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque. Après avoir lutté pour sa vie durant un mois, le chauffeur est décédé le 30 mai 1985. Cela peut sembler absurde aujourd'hui, mais à l'époque, le paraca était facilement accessible au Japon. Aucune prescription ni pièce d'identité n'était nécessaire pour l'acheter, ce qui fit qu'en 1984 seulement, plus de 1400 personnes l'utilisèrent pour se suicider. Autrement dit, l'hypothèse du suicide ne pouvait pas être écartée. Mais alors que les enquêteurs s'apprêtaient à abandonner l'affaire, une nouvelle tragédie survint. Une autre personne fut empoisonnée par la même boisson, Orana C, le 5 septembre.
puis une autre, 6 jours plus tard, et encore une autre, 2 semaines après. À ce stade, il devint évident que quelqu'un empoisonnait délibérément les boissons dans les distributeurs automatiques à travers le Japon. C'était l'œuvre d'un tueur en série dérangé. Ce tueur était extrêmement prudent. Aucune empreinte digitale ni trace d'ADN ne fut retrouvée sur les bouteilles contaminées, et il ne visait que les distributeurs situés dans des zones sans caméra de surveillance. Quant aux raisons pour lesquelles les victimes buvaient ces boissons, cela s'explique par une promotion alors en cours. Une offre, achetez-en une, recevez-en une gratuite. Ceux qui ne voulaient d'aucune boisson laissaient parfois la deuxième dans le bac du distributeur pour le client suivant. C'était une pratique assez courante pour ne pas éveiller les soupçons. Malheureusement, cette méthode se révéla redoutablement efficace. À la fin de l'année, ce mystérieux tueur avait fait 12 morts et 35 blessés graves. Mais comme mentionné précédemment, ce tueur savait parfaitement couvrir ses traces. Il opérait dans tout l'ouest et le centre du Japon, y compris à Tokyo, ce qui rendait sa localisation quasi impossible. L'absence d'indices rendait également difficile toute tentative de comprendre ses motivations. Certains pensaient qu'il cherchait à extorquer de l'argent à Otsuka Pharmaceutical, la société produisant Oranamine C. Cela faisait écho à un groupe appelé les Hommes mystérieux aux 21 visages, qui en 1984 avait menacé d'empoisonner des produits alimentaires à moins d'obtenir de l'argent. Mais cette piste fut rapidement écartée. Otsuka n'avait reçu aucune demande de rançon. De plus, le tueur commença à empoisonner d'autres boissons comme Real Gold et même Coca-Cola. Un professeur de sociologie criminelle de Tokyo, Ioraki Iwawa, émit une hypothèse encore plus inquiétante. Il ou elle pourrait voir dans ces actes une forme de libération exaltante face à la pression de la vie au Japon. Mais même si cela était vrai, cela n'aida en rien les enquêteurs à s'approcher du coupable. À court d'options, les autorités lancèrent une campagne nationale de prévention le 27 septembre. Des panneaux et des tracts furent diffusés pour inciter les gens à éviter les boissons gratuites suspectes et à vérifier les capsules de leurs bouteilles avant de consommer. Les propriétaires de distributeurs furent appelés à inspecter leur stock et les magasins de produits chimiques reçurent pour consigne de surveiller leurs clients. L'efficacité de cette campagne reste incertaine, car le nombre de victimes continua d'augmenter après son lancement. Mais le 17 novembre, un événement inattendu se produisit. Les meurtres cessèrent brusquement après le décès d'une fille de 17 ans, la seule femme à avoir péri de l'empoisonnement. Certains pensent que le tueur avait peut-être une sorte de code moral l'empêchant de s'en prendre aux femmes, mais ce n'est que pure spéculation. À cause du manque total de preuves, le tueur des distributeurs automatiques n'a jamais été identifié, faisant de cette affaire l'un des mystères non résolus les plus glaçants de l'histoire du Japon. Le 17 février 1997, Patrick McNeil, âgé de 21 ans, est sorti avec des amis. Il a passé la soirée à boire avec eux dans le bar Dapper Dog à Manhattan. Au cours de la soirée, il a probablement bu plus que de raison, ce qui l'a amené à vomir dans les toilettes du bar avant de repartir dans un état très instable et désorienté. On l'a ensuite vu tourner à gauche sur la 90e rue, en direction de l'East River. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Patrick en vie. Après cette soirée, Patrick s'est littéralement volatilisé. Malgré de vastes recherches, les autorités n'ont trouvé aucun indice concernant sa disparition. Jusqu'au 7 avril 1997, soit 50 jours plus tard, lorsque son corps sans vie fut retrouvé dans l'East River. Le sergent de service de la division des enquêtes spéciales du NYPD, Kevin Gannon, fut appelé sur les lieux pour aider à la récupération et à l'examen du corps. Kevin était un détective chevronné depuis des années et peu de choses pouvaient encore le surprendre. Pourtant, les circonstances entourant la mort de Patrick le bouleversèrent profondément. Plus il creusait, plus la situation lui semblait étrange. Par exemple, Kevin remarqua que le corps de Patrick n'était pas assez décomposé pour avoir flotté dans la rivière pendant une semaine, et encore moins pendant 50 jours. Il constata également des marques de brûlure sur le corps, laissant penser qu'il avait peut-être été retenu contre sa volonté avant sa mort. Kevin était convaincu que quelque chose clochait, mais en l'absence totale de preuves contraires, la mort de Patrick fut classée comme accidentelle.
Kevin ne parvenait pas à se détacher de ce sentiment. 1 an plus tard, il tomba sur une autre affaire qui renforça encore ses soupçons. Le 13 février 1998, un autre corps fut retrouvé dans la même portion d'eau. Il s'agissait de Lawrence R. Andrews, âgé de 22 ans, porté disparu depuis le réveillon du Nouvel An, qu'il avait fêté avec des amis à Times Square. En se penchant sur l'affaire, Kevin remarqua rapidement d'étranges similitudes. Les 2 corps avaient été retrouvés à quelques mètres l'un de l'autre. Tous 2 étaient de jeunes hommes blancs, promis à une brillante carrière. Ils avaient disparu sans laisser de traces dans l'une des villes les plus peuplées du monde. Plus troublante encore, leurs corps présentèrent les mêmes anomalies. Une décomposition insuffisante pour le temps écoulé et des marques de brûlure évoquant des liens ou des contraintes physiques. L'affaire Lawrence poussa Kevin à rechercher d'autres cas similaires à travers les États-Unis. Il fit appel à un autre détective, Anthony Duarte, et à un professeur en justice pénale, le Dr Lee Gilbertson. Ensemble, ils commencèrent à enquêter et découvrirent un schéma glaçant. Au total, ils identifièrent 45 cas de jeunes hommes morts dans des circonstances étonnamment similaires à celles de Patrick et Lawrence. La plupart étaient sortis boire, avaient été plus ivres que d'habitude, disparaissaient ensuite, puis étaient retrouvés morts dans un plan d'eau. La grande majorité d'entre eux étaient aussi des hommes blancs, promis à une carrière lucrative comme ingénieurs. Mais le plus inquiétant, c'est qu'ils retrouvèrent des graffitis représentant des visages souriants à proximité d'au moins une douzaine de victimes. Cela mena les 3 enquêteurs à élaborer la théorie des meurtres du Smiley Face Killers. Selon eux, ces 45 morts, et peut-être bien plus encore, entre les années 1990 et 2010, n'étaient pas des accidents. Il s'agirait plutôt de meurtres commis par un individu dérangé ou par un groupe organisé de tueurs en série. C'était, selon eux, la seule explication logique aux nombreuses bizarreries et similitudes entre les affaires. Cela dit, si cette théorie semble tout à fait plausible pour certains, d'autres n'y croient pas du tout. La profileuse criminelle Pat Brown, par exemple, a qualifié cette théorie de ridicule. Selon elle, faire un lien entre un visage souriant, l'un des symboles de graffiti les plus communs, et des meurtres est absurde. Elle déclara « Ce n'est pas un symbole rare. Si vous regardez dans une zone de 8 km², je parie que vous trouverez un smiley. » Le FBI rejeta également la théorie dans un communiqué, déclarant « La grande majorité de ces cas semblent être des noyades liées à l'alcool. » Malgré ces revers, les 3 hommes n'ont jamais abandonné leur théorie. Ils continuent de chercher des preuves pour étayer leurs observations. Et si leur intuition s'avère exacte, cela signifierait qu'un des tueurs en série les plus diaboliques de l'histoire américaine est encore en liberté aujourd'hui. Le tueur de l'I-70. Robin Fuldauer était une diplômée de 26 ans de l'Université de l'Indiana qui travaillait dans un magasin de chaussures Payless à Indianapolis, près de l'autoroute I-70, en 1992. Le 8 avril était censé être son jour de congé. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à se détendre chez elle, l'employé qui devait tenir le comptoir appela pour dire qu'il était malade. Ne voyant pas d'autre solution, son manager appela Robin et lui demanda de venir assurer le remplacement. Robin n'était pas très heureuse de ce changement de dernière minute, mais elle accepta à contre-cœur. Elle arriva au magasin à 10 heures du matin et commença son service comme d'habitude. Malheureusement, sa journée allait empirer de façon dramatique. Tout semblait normal jusqu'à 14 heures, quand le manager appela le magasin pour un contrôle de routine. À sa grande surprise, Robin ne répondait pas au téléphone. Après avoir insisté quelques minutes, il finit par appeler la station-service Speedway voisine du magasin. Un des employés de la station, ami de Robin, se rendit au magasin pour vérifier si tout allait bien. Ce qu'il trouva à l'intérieur le laissa perplexe. Le magasin était légèrement en désordre, et certaines paires de chaussures manquèrent des étagères. La caisse enregistreuse était ouverte, vide de tout argent. Le plus inquiétant, c'était l'absence totale de Robin. Son ami l'appela à voix haute, espérant qu'elle soit simplement à l'arrière du magasin. Mais après plusieurs minutes sans réponse, il commença à s'inquiéter et appela la police vers 14h20. Les agents arrivèrent rapidement,
et commencèrent à fouiller le magasin à la recherche d'indices sur la disparition de Robin. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils fassent une découverte dévastatrice. Ils trouvèrent Robin dans le bureau à l'arrière du magasin, couverte de sang. Il était déjà trop tard. Lors de l'enquête, un employé du magasin d'en face déclara avoir vu un homme étrange rôder autour du magasin de chaussures quelques heures plus tôt. Selon lui, l'homme était assis sur le trottoir pendant environ une demi-heure, fouillant dans son sac et observant le magasin Payless. Ensuite, il l'avait vu essayer de faire de l'autostop pour rejoindre l'autoroute I-465, située à environ 400 mètres. Malheureusement, il était trop loin pour voir clairement le visage de l'homme. Étant donné l'argent volé dans la caisse et en l'absence d'autres pistes, les enquêteurs classèrent l'affaire comme un simple vol ayant mal tourné, mais ils étaient loin du compte. Car seulement 3 jours plus tard, une autre tragédie similaire frappa. Patricia Smith, 23 ans, et Patricia Magers, 32 ans, travaillaient dans une boutique de robes de mariée à Wichita, le long de l'I-70. L'incident se produisit juste après l'heure habituelle de fermeture, alors qu'elles attendaient un client venu récupérer une commande. Lorsqu'un homme s'approcha du magasin, elles pensèrent qu'il s'agissait du client. Mais à peine entré, il sortit une arme, les mena à l'arrière de la boutique et les exécuta d'une balle dans la tête. En quittant le magasin, le tueur croisa justement le vrai client. Sans hésitation, il pointa son arme sur lui et ordonna de se rendre à l'arrière. Mais le client refusa et prit la fuite, échappant de justesse à la mort. Il aida ensuite la police à établir un portrait robot du meurtrier. Malheureusement, ce portrait ne mena à aucune avancée décisive. À ce stade, les autorités étaient convaincues d'avoir affaire à un tueur en série. Mais malgré tous leurs efforts, la série de meurtres continua. Au 7 mai, 3 autres victimes furent retrouvées dans de petits magasins peu fréquentés le long de l'autoroute I-70. Lorsque les enquêteurs commencèrent à regrouper les différents portraits robots, le tueur de l'I-70 cessa soudainement ses crimes et disparut. Du moins jusqu'en 1993, lorsqu'il frappa de nouveau, cette fois-ci le long de l'I-35 au Texas. Il tenta de dissimuler son identité en utilisant une arme différente, mais les enquêteurs remarquèrent rapidement des similitudes. L'une de ses victimes, Vicky Webb, survécut miraculeusement après avoir été blessée au cou par balle. Si un jour le tueur était arrêté, le témoignage de Vicky serait essentiel pour qu'il soit traduit en justice. Pourtant, le tueur de l'I-70 ne fut jamais retrouvé et l'enquête resta sans réponse pendant près de 3 décennies. Cependant, en 2021, les enquêteurs publièrent une vidéo de surveillance d'un meurtre commis en 2001. Le suspect y apparaissant ressemblait fortement au portrait robot du tueur de l'I-70, donnant aux autorités un nouvel espoir de le retrouver. Il ne semble être qu'une question de temps avant qu'il ne soit à nouveau localisé et capturé. Mais pour l'instant, il est toujours en liberté, échappant aux forces de l'ordre et laissant l'affaire irrésolue. Espérons seulement qu'il ne fasse pas d'autres victimes entre-temps.